Cette critique vous est présentée par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui je vous fais la critique non pas d'un jeu de rôle, non pas d'un jeu de société, mais d'un méga jeu de société, et je vous parle de Vampire la Mascarade, Blood Feud. Donc Blood Feud, c'est un méga board game et c'est le projet du concepteur de jeu, je devrais dire Ben Canelos, et de l'éditeur Everything Epic. Donc, un méga game traditionnel, et non pas un méga board game, un méga game traditionnel, c'est un type de jeu de simulation à grande échelle qui peut contenir des éléments de jeu de rôle, de jeu de société, de grandeur nature et même de wargame. Donc, la plupart des méga games, c'est des expériences géantes de type événement, là, dans le fond, qui peut rassembler jusqu'à 100 joueurs et qui prennent à peu près une journée de temps à se réaliser. Donc, habituellement, c'est géré par une équipe aussi de maîtres de jeu, généralement avec un prix billet à l'entrée, tellement ce sont des gros événements à organiser. Everything Epic et Ben Canelos ont, dans le fond, on décide de proposer un méga board game en créant ce jeu hybride-là qui est Blood Feud, qui capture l'esprit de l'expérience épique qui est qu'un méga game, mais dans une formule de jeu de société plus simple, plus gérable, à laquelle on peut jouer à la maison de manière beaucoup plus réaliste. Donc, on trouve le meilleur de l'aspect, on pourrait dire, de guerre, d'affrontement, de diplomatie, la gestion des ressources, et on commande, dans le fond, une faction de la meilleure façon possible. Le tout dans l'univers de Vampire la Mascarade. Donc, Blood Feud est un méga board game, un jeu stratégique hautement thématique, qui se joue en équipe entre 4 et 32 joueurs et c'est dirigé par un ou deux compteurs qui interagissent avec le jeu aussi. Donc le jeu est basé sur le principe de tours chronométrés, donc qui se joue en temps réel. Par exemple, le premier tour de jeu dure environ 10 minutes et chaque tour de jeu par la suite devient de plus en plus court pour accélérer le rythme et rendre le tout plus rapide, plus frénétique, je pourrais dire. Donc, dans ce jeu à thématique de Vampire la Mascarade, vous pouvez incarner un des clans classiques du jeu de rôle. Donc, vous pouvez faire un Gangrel, un Malkavian, un Brujah, les Sang-Clair, les Nosferatu, Toréador, Trémère et Ventru, devrais-je dire. Donc, chaque clan vampire a ses propres disciplines et ses propres, on pourrait dire, pouvoirs différents qui peuvent être utilisés pour, on pourrait dire, jouer différemment au cours de la partie. 50% des joueurs, par contre, doivent jouer des humains, ou un clan humain à proprement parler. Donc, on va retrouver dans on pourrait dire, les clans un peu classiques qui sont quand même connus dans l'univers de Vampire la Mascarade, là. On retrouve les Arcanum, les cultes de sang, l'Hôtel de Ville, First Light, qui est la Seconde Inquisition, Megadon Incorporated, la Mafia, la Société de Saint-Léopold, qui sont des croyants qui cherchent à chasser le vampire, et les gangs de rue. Chacun de ces clans-là, ses propres pouvoirs spéciaux, a sa propre histoire, backstory en anglais, unique pour nous aider à rentrer dans la peau des personnages et jouer de manière aussi unique. Donc, si vous faites un Ventru, vous ne jouerez pas de la même manière que si vous étiez Gangrel ou si vous étiez un membre de gang de rue ou vous venez de la Société de Saint-Léopold. Donc, chaque faction a ses objectifs aussi uniques quant à la façon dont elle souhaite jouer le jeu, on pourrait dire, dans la manière qu'on souhaite gagner un certain point. Ce qui crée un jeu hautement asymétrique et ce qui crée une rejouabilité vraiment intéressante aussi. Comme on est rarement, en fait, les clans ne seront jamais là, à ma connaissance, tous en même temps, donc ça serait très, 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 très rare. Donc, les combinaisons seront différentes à chaque fois. Les intérêts des clans sont différents à chaque fois.
la manière de jouer, les interactions qui se créent sont différentes, donc chaque partie devient différente. Donc on dit que ça se joue entre 4 et 32 joueurs. Je reviendrai, mais une de mes critiques principales, c'est à 4 joueurs, ça perd un peu de son intérêt, ou du moins on perd la sensation de méga board game. Là. On gagne beaucoup à être plus de joueurs. Et donc, ça se joue sur 4 stations de jeu différentes. Donc, on n'est pas tous à la même table, tous autour du même plateau de jeu. Il y a 4 stations différentes où les équipes doivent se séparer. Donc, si vous êtes seulement 4, ben il y a une personne par clan et vous êtes tous à la même table de jeu et il y a une alternance qui se fait. Ça perd beaucoup de l'aspect stratégique qui est intéressant dans ce jeu-là. Donc, les 4 rôles dans l'équipe, donc ça commence, je vous dirais, à être vraiment intéressant en haut de 10 joueurs. Donc, premièrement, on a le marché. Donc, le marché, c'est l'endroit où les différents clans, dans le fond, se rencontrent pour acheter et échanger des ordres, des cartes d'avancement, des jetons d'ambition, pour améliorer ses capacités en général, la puissance de votre équipe dans le jeu. La deuxième station, c'est le paysage urbain, le cityscape. C'est l'endroit où vous pouvez déplacer stratégiquement vos unités sur le plateau de jeu, qui est dans le fond, une construction d'une ville avec différents endroits. Et donc, les personnages peuvent déplacer aussi des barricades pour ralentir l'ennemi. La troisième station, fort importante, c'est la station qui se nomme les ordres. Et c'est là qu'on va jouer secrètement des ordres liés aux unités et aux joueurs sur le plateau. Donc, ce qu'ils font réellement sur le plateau, gagner des atouts supplémentaires en travaillant, transformer des êtres humains en vampires. Donc, le plateau de jeu, le cityscape, se joue en déplaçant les unités, en mettant des barricades qui renforcent une stratégie, mais on a aussi un jeu secret qui est qu'est-ce qu'on fait dans le fond quand les autres ne regardent pas. Donc, comment qu'on gagne des atouts, comment on navigue de manière un peu sinueuse en arrière-plan pour pénaliser l'adversaire. Finalement, la quatrième station, c'est le conseil. C'est l'endroit où vous pouvez négocier des événements. Donc, les événements majeurs qui vont affecter le gameplay vont se négocier ici entre les différentes factions. Vous pouvez aussi acheter des nouvelles cartes ambitions et gérer les cartes ambitions de votre faction. Donc, les ambitions vous aident à gagner la partie, hein? Toujours intéressant. Et donc, c'est toujours bon de communiquer avec votre équipe les besoins du moment ou ce qu'ils ont besoin pour vous pouvoir agir correctement à votre station. Donc, le principe des 4 stations trouve vraiment, comme j'ai dit, son charme et son intérêt quand vous êtes au moins 4 personnes dans votre clan et vous allez, les 4 personnes, à les stations différentes pour faire progresser différents plans en même temps. Par contre, durant ce tour-là, vous ne savez pas nécessairement ce que les autres font, s'ils réussissent ce que vous avez prévu dans votre grande stratégie de départ. Donc, c'est un peu avancer à l'aveuglette en étant au marché, mais en ne sachant pas sur le terrain ce que les gens font et comment ils vont réagir à ce que les autres clans avaient prévu de faire. Et ça rend cet aspect-là, je trouve, pour ma part, l'aspect jeu de rôle intéressante où si vous êtes le commerçant qui fait de la diplomatie à votre station avec les autres clans et que votre groupe se fait attaquer ou attaque un autre clan, le tour suivant va être très, 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 très différent. Donc, l'aspect jeu de rôle gagne vraiment son pouvoir ou vient vraiment rayonner quand on est plusieurs à pouvoir jouer dans le même clan. Donc, le jeu aussi, je disais qu'il y a une forte thématique, donc s'inspire très grandement du monde de Vampire la Mascarade en ajoutant des scénarios pour les conteurs pour avoir une approche narrative. Donc, il y a 2 modes de jeu différents qui sont offerts. Le premier, qui est très board game, là, jeu de société, comme je vous ai décrit avec les différentes stations, donc il peut être très, très, très stratégique et rester là. Et il y a un deuxième mode de jeu dans le livre de règles où on parle vraiment d'une histoire immersive, où là aussi les compteurs prennent toute leur importance. Dans le premier mode de jeu, les compteurs servent principalement à éclaircir les règles, puis à compter
avec le maître du chronomètre pour les tours de jeu. Donc, dans le mode de jeu de l'histoire narrative immersive, les compteurs vont vraiment lancer les événements orientés des moments de la partie, ce qui fait que on retrouve vraiment l'aspect jeu de rôle où on doit réagir, on doit improviser, on ne peut pas rester attaché à une stratégie de départ immuable, on doit s'adapter à un scénario d'un maître conteur qui arrive un peu... Il nous force à réagir un peu à l'improviste. Pour la critique à proprement parler, donc je l'ai déjà dit, je trouve que jouer à plusieurs ajoute beaucoup à l'aspect de communication dans la même équipe, de stratégie. On peut parfois être en désaccord sur les stratégies, mais il faut prendre une décision rapidement parce que les tours sont chronométrés aussi. Donc, on retrouve vraiment plus l'aspect du jeu de rôle. On sort de la stratégie personnelle quand on doit faire équipe et quand il y a aussi assez de personnes, dans le fond, qui jouent pour avoir plusieurs stations actives en même temps. Si on est 4 joueurs assis autour de la même station à chaque fois, puis on les seul de notre clan, on sent beaucoup plus l'aspect jeu de société que l'aspect jeu de rôle. Donc, l'aspect politique, qui est vraiment important dans Vampire la Mascarade, se fait vraiment sentir, est vraiment important, dans le fond, lorsqu'on est plusieurs personnes à jouer. Dans les méga-games, en général, on dit qu'on ne regarde pas la table, mais on regarde les gens. Donc, le jeu se déroule au-dessus de la table de jeu. Dans Blood Feud, on est quand même forcé, parce que c'est un hybride, à regarder les plateaux. Donc, chaque station a des plateaux de jeu et on est quand même orienté beaucoup vers le plateau de jeu. Donc, on est moins dans l'aspect grandeur nature qu'il peut avoir dans un méga game. Donc aussi, les méga games n'ont pas de gagnant, alors que le but de Blood Feud est quand même d'avoir un clan victorieux à la fin. Donc pour ceux qui s'attendent à jouer à un méga game, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un méga game, c'est un méga board game. Donc on est vraiment dans l'hybride jeu de société, jeu de rôle, mais beaucoup moins dans l'aspect GN que les méga games peuvent l'être. Comme pour les fans de Vampire la Mascarade, comme la moitié des joueurs doivent être des humains, ça peut déplaire à certaines personnes. Quand tu as la possibilité d'être un vampire avec des pouvoirs surnaturels, mais que tu te ramasses à être un membre de gang de rue, tu peux trouver ça un peu décevant. Surtout que le jeu nous force à avoir la moitié des joueurs, la moitié des clans, que ce soit des clans humains. En fait, ma critique est beaucoup basée sur des conseils pour apprécier le jeu, parce que je pense que c'est un jeu hyper intéressant pour quand on le prend pour ce qu'il est, donc un méga board game. Pour être apprécié à cette juste valeur, et faire ressortir le côté jeu de rôle, faut être un gros groupe, et aussi accepter de faire des alliances entre les factions pendant un certain temps, et de trahir et de jouer sur ces relations sociales-là. Donc, ne pas se concentrer seulement à une stratégie vraiment très jeu de société avec nos cartes puis notre petite partie à nous, mais vraiment jouer l'aspect jeu de rôle où on rentre en relation avec les autres clans, où on fait des accords que nous allons trahir éventuellement quand c'est le bon moment pour nous, mais vraiment jouer sur les relations sociales à l'extérieur des cartes et des plateaux de jeu. Donc, si vous restez assis sur les mécaniques du jeu de table, donc être plusieurs personnes aussi va perdre son utilité et le tout va devenir seulement mathématique. Vous allez faire stratégiquement, mathématiquement, ce qui est le meilleur, ce qu'on fait pas tout le temps quand on joue à des jeux de rôle. Donc, oser sortir de la stratégie mathématique, même si on a des plateaux de jeu, c'est vraiment là que le jeu va vraiment prendre toute sa saveur et tout l'aspect hybride entre le jeu de rôle et le jeu de société que c'est supposé avoir. Alors voilà, c'était mon explication et ma critique du jeu Vampire la Mascarade Blood Feud, jeu fort intéressant qui se déroule dans un univers fort connu des jeux de rôle qu'on aime tant. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, écrivez-les juste en dessous de la vidéo ici. Ça me faire toujours plaisir de répondre et d'avoir une discussion avec vous. Si vous aimez la vidéo, un petit like nous encourage tout le temps. Et sinon, si vous avez quelques piécettes dans vos poches et que vous voulez voir toutes nos vidéos en avance, vous pouvez nous rejoindre sur notre Patreon. Et sur ce, je vous dis, ayez du plaisir, bonne partie, à la prochaine. Bye!